Salut à tous, bienvenue. Je fais un podcast pour parler des animés de l'été 2017, ceux dont j'ai pu regarder au moins un épisode. Avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme c'est la première fois que je fais ça, petite présentation. Donc moi c'est Enemia. Si ça vous intéresse, donc je suis sur Twitter, sur Sens Critique, sur MyAnimeList. Mais bon, je pense que si vous cliquez sur la vidéo, c'est que vous me connaissez déjà un petit peu. Concernant cette vidéo, alors ce que je voulais faire au départ, c'était prendre quelques notes sur chaque animé que j'ai regardé et faire des enregistrements séparés donc pour pouvoir parler de chaque animé. Le problème, c'est que j'ai un petit peu la flemme de faire tout ça. Ça prendrait en fait, ça demanderait plusieurs prises, ça demanderait un petit peu de montage. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de parler. Donc, j'ai quand même quelques notes déjà sur un animé, mais pour le reste, je ferai ça donc sans notes. Je parlerai, j'essaierai d'argumenter comme ça. De toute façon, moi, donc j'ai l'habitude un petit peu d'argumenter par écrit, soit sur Twitter, soit les rares fois que j'écris une critique sur Sens Critique. Donc je suis plutôt du genre à prendre le temps de réfléchir et mettre en forme, donc à l'écrit. En revanche, je suis pas spécialement un bon parleur, donc c'est peut-être l'occasion aussi de s'entraîner à argumenter de manière plus spontanée. Donc on peut commencer. Donc, le premier animé dont je veux parler, c'est Katsugeki Touken Ranbu. C'est le nouvel animé d'action de Ufotable. J'ai pu regarder les 4 épisodes qui sont sortis. Et ce qu'on peut dire. Alors, c'est le Ufotable habituel. Ça ressemble pas mal à Unlimited Blade Works, à Tales of. Malgré tout, donc ça a des bonnes qualités. Donc même si c'est pas tout nouveau, ça reste quand même des qualités. Donc, comme on peut s'y attendre, une réalisation impeccable, notamment les designs des personnages. Moi j'aime bien. C'est assez simple et en même temps c'est assez élégant. C'est des designs qui sont bien mis en valeur, notamment par le travail sur les couleurs et sur les lumières surtout. C'est évidemment le point fort du studio. Ce qui fait que c'est un studio qui arrive à se démarquer aujourd'hui. Les personnages sont bien intégrés au décor, grâce tout d'abord à tout ce travail sur les couleurs, et aussi à un ensemble de petits trucs de réalisation. Alors je saurais peut-être pas expliquer ça précisément, mais dans l'idée, en gros il y a tout un travail sur l'enchaînement des plans pour nous permettre de suivre le regard des personnages, ou encore on les voit parcourir les lieux petit à petit. Et ça donne toujours une bonne idée des distances, une bonne idée de la profondeur de champ, et en fait ça donne une bonne perception des décors, ça donne une bonne perception des lieux, vraiment. Les combats aussi sont plutôt bien gérés, assez lisibles, et ce que j'aime bien aussi c'est que donc je trouve qu'ils s'intègrent bien au flow général de l'animé. Donc les scènes d'action sont pas forcément coupées du reste. Euh, il y a vraiment une continuité logique tout au long de l'épisode dans laquelle s'intègrent les scènes d'action. Donc ça c'est un bon point je trouve. Euh, et ce que j'aimerais dire sur le travail de Ufotable en général, alors à première vue, ce qu'ils font c'est des jolies images. Donc je pense que c'est leur premier but, c'est faire des images qui puissent être agréables à l'œil. Mais à mon avis c'est pas la seule intention. En réalité, ce qu'ils cherchent à faire, surtout, c'est des animés qui puissent être immersifs. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a par exemple cette bonne perception des décors qu'on n'a pas forcément dans beaucoup d'animés. Donc, vraiment, je pense que Ufotable, ce qu'ils essaient de faire, c'est une réalisation qui, en réalité, est plutôt fonctionnelle, qui va servir en fait de support à une histoire. Donc, je dis fonctionnelle au sens où euh, moi personnellement, je regarderai pas un animé de Ufotable juste pour le visuel. D'après moi, c'est pas du visuel qui se suffit à lui-même. Mais c'est une bonne base visuelle pour construire une histoire. Dans le cas de Touken Ranbu, bon, ça coince un petit peu parce que je suis pas super fan de l'histoire jusqu'à maintenant. Euh, pour faire le pitch rapidement, donc il y a une organisation de révisionnistes qui littéralement voyagent dans le passé
pour modifier le cours de l'histoire. Donc ils vont agir à certaines époques pour modifier certaines choses et provoquer des changements dans le cours de l'histoire. Et on a les personnages principaux qui, eux, pareil, donc ils voyagent à certaines époques pour contrer cette organisation et empêcher le cours de l'histoire de changer. De là découle le thème central de l'animé, c'est que protéger un concept comme le cours de l'histoire, en fait, ça correspond pas à protéger les gens. Donc, si des gens sont censés mourir au cours de l'histoire, eh bien, on n'a pas le droit de les sauver. Cette question-là, elle est posée dès le premier épisode. Donc, il y a ce dilemme, je dirais, avec un personnage qui se lamente un petit peu, si on peut dire, de ne pas pouvoir sauver ces gens. C'est dit de manière assez, c'est vraiment présenté de manière assez explicite et je trouve ça bien. Je pense que c'est pas un problème de vraiment souligner le thème central quand il y en a un et de le présenter comme ça dès l'épisode 1. D'après moi, c'est un bon point et ça permet en fait de tout de suite savoir à quoi s'attendre, de tout de suite présenter un type de question auquel on sera confronté pendant tout le reste de l'animé. Après, moi, mon problème, c'est que ça stagne un petit peu. Donc, c'est une question qui revient dans l'épisode 1, dans l'épisode 2, dans l'épisode 3. Et je sens pas qu'il y a vraiment une progression sur cette question-là. Et en plus de ça, donc même si ça apparaît à chaque épisode, je dirais que c'est pas non plus omniprésent. C'est même plutôt ponctuel. Donc, on a certains moments dans les épisodes où il y a cette question qui est posée. Mais j'ai pas le sentiment que à chaque fois que cette question revient, ça laisse des séquelles en fait pour les personnages. Je trouve qu'ils se rétablissent assez bien à chaque fois, si on peut dire ça. Après, bien sûr, je demande pas à ce que l'animé soit tout le temps dramatique, avec tout le temps le dilemme bien mis en avant. L'animé prend le temps quand même de présenter par exemple des scènes rigolotes où les personnages bah, ont des échanges plus anodins. Ça permet de bien voir leur personnalité. D'ailleurs, ça c'est plutôt bien, mais même si leurs personnalités sont pas spécialement originales, elles sont quand même bien marquées. L'animé insiste bien dessus. En tout cas, l'animé met bien ça en avant, c'est une bonne chose. Donc, moi je trouve l'histoire assez limitée. Je suis pas super fan je suis pas super emballé par les enjeux de cette organisation qui veut modifier le cours de l'histoire. Bon, en réalité, je pense qu'il y a tout un mystère qui fait partie de l'histoire, donc on ne sait pas réellement qui sont les ennemis. On les voit pas directement, on voit plutôt leurs sbires, qui sont des sortes de zombies un peu. Donc moi je trouve l'histoire un petit peu limitée. Même les combats finalement je trouve qu'ils manquent en fait d'enjeu. Donc même s'ils sont bien faits comme j'ai dit tout à l'heure, je suis pas non plus vraiment dedans. Et donc l'histoire est assez limitée, mais j'ai le sentiment que pour ce qui est des dialogues, etc., de la narration, bon, ils peuvent pas vraiment faire plus, mais ils essaient de faire au mieux. Il y a une scène qui m'a paru un petit peu bizarre dans l'épisode 3, c'est qu'il y a un groupe de terroristes xénophobes, qui sont donc des samouraïs de l'époque, et l'un des personnages principaux, eh ben, il les prend en pitié. C'est-à-dire qu'il ne questionne pas leurs idéaux xénophobes. Il dit simplement, voilà, ce sont juste des pauvres samouraïs qui n'ont plus de maître, qui n'ont plus de repères, et qui vont mourir parce qu'ils vont se faire attraper. Et le gars veut vraiment les sauver. J'ai trouvé ça vraiment bizarre. Alors peut-être que j'ai pas compris tout l'esprit du samouraï qu'il y a derrière, mais ça m'a un peu fait tiquer. J'aimerais faire un petit point sur la musique dans Touken Ranbu. Alors, elle est composée par Hideyuki Fukasawa, donc comme Unlimited Blade Works, et je pense en suivant la même méthode que ce qui a été fait pour l'autre animé. Alors, un petit peu de contexte.
Donc moi, d'après ce que j'ai lu, j'ai pas vraiment de source, mais ça me semble correspondre à ce qu'on entend dans ces deux animés. Donc contrairement aux animés en général, où il y a un staff d'animation qui fait une commande auprès d'un musicien, qui va composer un certain nombre de morceaux, qui seront ensuite donc placés par le directeur du son, aux différents moments de l'épisode. Ici, on a en fait d'abord les épisodes qui sont produits, et ensuite donc le compositeur qui travaille directement avec le directeur du son pour produire des morceaux qui conviennent directement aux scènes. Pour moi, l'intention derrière ça, elle est assez claire, parce que ça rappelle en fait la méthode qui est utilisée par les, les gros studios de cinéma américains. Donc à mon avis, Ufotable a vraiment cette volonté donc de se construire une image de studio prestigieux. Malgré tout, moi personnellement, je trouve que la musique qui est faite de cette manière-là, elle est extrêmement limitée. C'est de la musique orchestrale, assez... bon, il y a quelques autres sonorités parfois, mais je dirais que c'est même pas tellement de la création musicale à ce niveau, c'est plutôt de la reproduction de l'image qu'on se fait de la musique d'accompagnement donc dans les films ou dans l'animation. Et donc vraiment, j'ai pas l'impression que la musique qui est produite a sa propre identité. Et le problème avec ça, c'est que, donc comme elle est faite en parallèle avec les animés, avec donc, ce qui se passe dans l'animé, et ben moi j'ai l'impression qu'elle est juste que en fait la musique paraphrase l'image. Donc ce qui est dit à travers l'image, la musique est simplement là pour insister dessus et pas pour créer l'ambiance ou créer une partie de l'ambiance par elle-même. Donc elle va simplement appuyer des choses qu'on voit déjà à l'écran. Et en plus de ça, et c'est là où vraiment ça me dérange un petit peu, parce que d'habitude Ufotable ils font quand même du bon sound design, je trouve. Donc par exemple bon, évidemment dans Kara no Kyokai, mais même dans Fate Zero, qui a une bande son assez simple mais qui est vraiment bien utilisée. Ici, on a vraiment par exemple dans les scènes d'action, donc dès qu'une scène d'action commence, on a des envolées de la musique, et puis dès que le combat se termine, hop, ça retombe, et limite, enfin moi je trouve ça limite cliché comme manière de faire de la musique pendant les scènes d'action. Pendant le reste du temps, je vous avoue que ça passe, mais vraiment c'est pendant les scènes d'action que que ça me fait sourciller un peu. Donc voilà pour ce premier animé. Alors, donc dans la suite, je vais pouvoir parler de Made in Abyss. Donc, contrairement à au premier animé, cette fois-ci j'ai plus de notes. Donc on va essayer de faire ça de tête. Donc Made in Abyss, il y a eu je crois 3 épisodes qui sont sortis à l'heure actuelle. Et j'ai pu regarder uniquement le premier. Et c'est un super épisode. Vraiment un super épisode pilote. Un pilote très bien construit. Et vraiment, il fait ce qu'un pilote est vraiment censé faire pour donner envie de regarder la suite de la série. Je trouve qu'il fait très bien deux choses. La première, c'est poser un univers. Et la deuxième, c'est poser une dynamique. Alors comment il s'y prend? Mais si on prend l'épisode dans l'ordre, l'épisode s'ouvre, on voit les personnages qui qui ont tous leurs outils, qui sont en train de creuser, qui donc a priori ont une mission, a priori cherchent quelque chose. Donc directement ça intrigue. Pourquoi ils sont en train de faire tout ça, etc. Donc c'est des personnages qui sont des enfants, qui travaillent dans comment on appelle ça? Les fouilles dans les mines par exemple. Donc déjà, on a ce début qui est intriguant. On a une rencontre avec un monstre gigantesque
Là, ça pose le type, le type de créature qu'on pourra avoir dans cet animé. Bon, on a une rencontre avec un personnage qui paraît totalement inhabituel dans leur monde, d'après ce que dit le personnage principal. Là, donc, il y a tout un chemin pour rentrer à la maison, ce qui est l'occasion pour la caméra, si je puis dire, de prendre un peu de recul. Il y a moins de son aussi, il y a plus de musique, et on peut vraiment observer les décors. Donc on commence à voir ces décors vraiment gigantesques. Donc là, deuxième chose, c'est commencer à donner un aperçu de l'univers. On a ensuite, pendant la suite de l'épisode, on voit par exemple les enfants à l'école. À l'école, on voit qu'ils suivent des cours, donc qui leur expliquent l'exploration de ce qu'ils appellent. Alors je sais plus si à ce moment-là ils le disent, mais donc c'est l'abysse. On verra ça plus tard. Et donc on comprend que ce qu'ils faisaient au début de l'épisode, donc ça faisait partie de leur quotidien. Et ça c'est intéressant. Donc on avait nos questionnements du début de l'épisode qui trouvent une réponse après. Donc on a le temps d'abord d'être intégré, de se demander ce qui se passe, et puis l'animé donne sa réponse. Et donc ça donne vraiment de l'importance à cet élément-là. Donc ça permet de poser déjà cette base d'univers où on a des personnages qui partent explorer chaque jour, a priori. Sur la fin de l'épisode, on a le personnage principal qui donc parle avec le robot. Le robot qu'elle a. Voilà. C'est un personnage qui leur ressemble beaucoup, mais qui est un robot. Un robot qui paraît amnésique, ou en tout cas qui n'a pas trop l'air de savoir d'où il vient. Mais une chose est sûre, les robots ne font pas partie du quotidien des personnages principaux. Et donc, il y a cette idée de la part du personnage principal que s'il vient pas de leur monde, eh bien il vient probablement de l'abysse. Et donc, le personnage principal veut présenter sa ville à ce nouvel ami, cette nouvelle rencontre. Donc on les voit un petit peu parcourir les lieux. Encore une fois, on voit ces décors immenses. Et puis, le personnage fait cette présentation de l'univers, donc, enfin, de leur environnement, avec ce lever de soleil sur la ville. Et on voit donc ces décors impressionnants. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que les personnages sont plutôt petits. Je trouve que ça renforce encore plus le fait que les décors sont énormes. Et puis il y a ce trou énorme au milieu de la ville, donc qu'ils appellent l'abysse, qui a l'air de s'étendre très loin en profondeur. Et donc le personnage principal dit voilà, j'ai envie d'aller dans l'abysse parce que c'est probablement de là que tu viens. Donc il s'adresse au robot. Et tout de suite, ça pose donc à la fois donc le mystère qu'il peut y avoir autour de l'abysse, et puis un but. Donc la dynamique dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y aura donc ce souhait d'explorer plus en profondeur pour éventuellement pouvoir trouver l'origine du robot. Et là, donc la fin de l'épisode, donc en fait l'épisode se termine par donc, une narratrice qui fait un petit peu d'exposition, et c'est assez rare en fait. Moi personnellement, donc c'est assez rare que je trouve l'exposition intéressante de la part des narrateurs. Généralement dans les animés, j'ai un avis plutôt neutre face à ça. Voilà, c'est simplement des informations qui sont données. Là, j'ai vraiment eu le sentiment que ces petites phrases d'exposition à la fin, c'était vraiment un payoff. Parce que comme je l'ai dit, dès l'ouverture de l'épisode, on a toute une intrigue qui se met en place, ou en tout cas, qu'est-ce qui se passe dans cet univers, pourquoi il y a des enfants qui doivent travailler. On a des explications qui sont placées au bon endroit durant l'épisode, donc petit à petit on commence à comprendre. À la fin, on a un personnage qui dit vraiment « je veux », donc qui pose vraiment ce souhait de manière assez explicite, « je veux aller dans l'abysse pour pouvoir donc trouver l'origine du robot ». Et juste après, on a donc cette narratrice qui nous présente eh bien, les origines de l'abysse. Elle nous dit voilà, il y a eu l'apparition de l'abysse,
ça a attiré un grand nombre d'explorateurs, qui pour beaucoup y ont laissé leur vie. Il y a ces villes qui se sont développées autour de l'abysse. Et donc, à travers ça, directement, il y a cette dynamique. Il y a donc les personnages, donc plutôt les habitants, qui spontanément vont explorer. Donc de base, l'abysse, c'est un endroit qui attire les explorateurs. Ce qui renforce encore plus donc la dynamique qui a été présentée tout à l'heure à travers le personnage principal, qui voulait donc aller dans l'abysse. Donc j'ai envie de dire que donc, l'épisode a présenté un univers, il a présenté une dynamique, et en réalité cette dynamique, c'est pas une dynamique qui se place par-dessus un contexte, c'est une dynamique qui est en grande partie inhérente au contexte. Donc la simple existence de l'abysse fait que un grand nombre de personnes partent explorer l'abysse. Donc finalement, dans la description même de l'univers, il y a un mouvement qui se crée, un mouvement donc de la surface vers les profondeurs. Et donc à travers un petit effet de mise en scène, donc à la fin on a cette vue du dessus, au-dessus de l'abysse, et puis donc le point de vue, la caméra entre guillemets, qui descend de plus en plus en profondeur pour montrer un petit peu ce qui pourra nous attendre peut-être dans la suite des épisodes. Donc on a tout un mystère sur ce qu'il pourrait y avoir dans l'abysse, ça on n'en sait rien. Mais une chose est sûre, donc ça se présente comme étant un animé d'aventure avec un objectif clair, explorer, toujours de plus en plus en profondeur. Alors Made in Abyss, personnellement, c'est un animé que j'attends depuis le trailer qui a été dévoilé il y a plusieurs mois déjà. Moi, ce qui m'a tout de suite frappé dans le trailer, c'était de voir cet univers immense façon RPG japonais, ces décors immenses plutôt façon RPG japonais. C'est des choses qu'on voit pas souvent en animé. Pareil, ce petit chara design un peu super déforme, SD, avec ces enfants qui paraissent assez cool, assez mignons, ce qui colle bien à l'univers. Et vraiment avec ce premier épisode, moi je suis pas déçu. J'ai exactement ce que je pensais avoir et je suis vraiment content de voir vraiment que cet épisode, non seulement il présente bien les choses, mais vraiment il est bien construit en tant que pilote de série. Donc d'ailleurs justement il y a déjà des épisodes qui sont sortis, je crois qu'on en est à 3 épisodes, mais j'ai tenu vraiment à donner mon avis après le pilote, donc pour donner vraiment mon avis sur cet épisode 1 et non pas sur le début de la série en général. Donc moi en réalité pour la suite je peux pas vraiment prédire si ça va être à la hauteur ou pas. En tout cas l'introduction est bonne. J'ai entendu dire des choses sur le manga dont l'animé est adapté. Ça paraît assez étonnant sur la suite des événements. Bon, j'ai pas beaucoup d'infos. Peut-être que vous aussi vous avez entendu des choses, ou alors vous avez peut-être lu le manga. À voir. Moi je suis très intrigué par ce que Made in Abyss peut montrer. Est-ce qu'on peut ajouter des choses? Oh, rien de spécial. Bon, l'animation est bien, les décors sont jolis. Encore une fois, c'est vraiment un épisode où on sent qu'il y a eu vraiment un certain temps qui a été passé dessus. C'est un épisode qui est vraiment bien peaufiné, sans forcément que l'animation soit incroyable, mais on sent qu'il y a un travail vraiment sérieux et une super bonne gestion autour de cet épisode. Et ça fait toujours plaisir de voir des nouvelles productions comme celle-là. À part ça, la musique a l'air cool. J'ai vu que c'est un compositeur australien qui s'en occupe. C'est assez rare de voir des musiciens qui ne sont pas japonais travailler sur des animés. Et moi j'ai le sentiment que c'est de la musique qui paraît assez différente de ce qu'on entend d'habitude.
dans la manière de composer, dans les quelques sonorités qu'on a pu entendre, même si voilà, c'est ce genre de sonorité douce, assez atmosphérique peut-être, presque. Donc sur ce point-là, ça me paraît bien. Et je pense que j'ai tout dit hein, sur cet épisode 1 de Made in Abyss. De toute façon, j'en ai pas regardé plus, donc je saurais pas vraiment vous en dire plus. Si, les personnages ont l'air cool, ils ont l'air marrants. Je saurais pas vraiment en dire plus là-dessus. Mais ils semblent cool à suivre, quoi. Je pense que ça va être bien de suivre leurs aventures. Donc voilà, très content d'avoir pu découvrir ce Made in Abyss. Ensuite, bon, je vais peut-être couper pour l'instant. On va voir pour la suite plus tard. Merci de m'avoir écouté. Et on se retrouve donc peut-être pour faire du teasing. Au programme, je suis censé parler de Kakegurui, Princesse principale, Fate Apocrypha, un petit peu Knights and Magic, et c'est tout pour l'instant. Donc j'ai pas eu l'occasion d'en regarder d'autres, mais ça viendra peut-être par la suite. Donc merci de m'avoir écouté pour ce premier podcast et on se retrouve peut-être très prochainement. À la prochaine.